Hello les pros de l'IMO, bienvenue dans 15 minutes impact. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie. Salut Virginie. Salut Julien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer et puis après m'expliquer quelle est ta problématique et en quoi je peux t'aider? Très bien. Je me présente donc Virginie. Je suis mandataire immobilier depuis 2 ans. Je sors de 7 ans de gestion immobilière, donc j'avais déjà un pied dans l'immobilier. Et je suis sur le secteur du 92 à Antony. Voilà. Et ma problématique d'aujourd'hui, c'est que nous quittons la région donc, pour aller s'installer dans la belle région du Vaucluse, que tu connais bien. Que je connais très bien. Voilà. Et ma problématique, c'est savoir comment se redévelopper sur un secteur qu'on ne connaît pas. Secteur vierge. Comment faire pour repartir de zéro? Repartir de zéro, exactement. Ok. C'est une super question. Alors, quand on démarre sur un nouveau secteur, il y a 3 choses qui sont primordiales et qui sont hyper importantes. L'avantage numéro 1 qu'on a quand on démarre, c'est l'effet de nouveauté. Cet effet de nouveauté-là, il va falloir en jouer un maximum. Parce que quand on est nouveau, on va capter l'attention de tous les gens présents sur le secteur. On va apparaître de manière totalement naturelle et sans qu'on ait fait grand-chose comme une nouvelle solution pour réaliser son projet. Et pour les vendeurs qui sont en panne et qui n'arrivent pas à vendre dans le contexte actuel difficile, ça peut être une vraie opportunité pour toi. Par contre, il y a une contrepartie, c'est qu'il va falloir faire 3 choses principales. La première, c'est de déterminer qui va être sa cible. Ça, on en a suffisamment parlé ensemble déjà dans d'autres formations, mais ça, c'est vraiment important. Donc, à qui je vais m'adresser? Quel est le type de bien sur lequel je vais me positionner? Quel va être mon secteur, évidemment, en amont, mais quel va être le type de bien sur lequel je vais me positionner? Ça, c'est très important. La deuxième chose à bien cerner, si je puis dire, c'est quelles vont être mes ressources en temps, combien de temps je vais consacrer à mon activité, combien d'argent je vais investir dès mon arrivée, et quelles vont être les ressources humaines à ma disposition pour m'aider dans mon activité. Je crois par exemple que tu as de la famille, des amis dans le coin, ça peut être ton conjoint aussi, donc ça peut être une très bonne source au niveau des ressources humaines pour t'aider à démarrer. Tes ressources en temps, ça c'est toi qui, je pense que tu vas être à temps plein là aussi. Oui. Ok. Et tes ressources en argent, dans quoi investir, combien tu vas investir dans la communication ou dans la formation. Ça peut être les deux, c'est les 2 leviers, ça va dépendre de ce qui te manque. Ça peut être les 2 à la fois aussi, ça va dépendre. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Troisième paramètre très important, c'est quels canaux tu vas sélectionner pour te faire connaître. Là, tu les connais tous et la problématique, c'est qu'il y en a beaucoup. Si tu es toute seule sur ton secteur, que tu as pas une équipe avec toi, que tu démarres de zéro comme ça, moi, je te conseillerais d'aller sur tout ce qui est action de marketing où tu vas pouvoir toucher rapidement beaucoup de monde. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des conférences qui vont te donner instantanément une autorité et qui vont te démarquer de la concurrence parce que je pense que sur ton secteur, personne ne le fait. Ça peut être de la publicité sur Google aussi qui va te permettre de capter plusieurs personnes. Ça demande un peu des investissements, mais c'est assez vite rentabilisé normalement. Voilà, donc aller sur des canaux où tu vas pouvoir vite toucher beaucoup de monde. Ça, c'est la première des choses. Voilà. En fonction de ces 3 paramètres-là, voilà. Après, il faut affiner le comment. Qu'est-ce qu'on met comme publicité? Qu'est-ce qu'on fait comme type de vidéo? Qu'est-ce qu'on va faire comme type de conférence? Vers quel public on va aller? Quel est le sujet qu'on va traiter? Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, les 3 points importants, c'est ça. Premier point, la cible. Deuxième point, les ressources. Troisième point, les canaux à sélectionner. Et avec ça, tu dois faire un bon démarrage normalement. D'accord. Autre chose, si je vais rajouter un point à ça, qui est très important dans l'effet de nouveauté, c'est quand on est nouveau sur un secteur, très souvent on a un peu un complexe d'infériorité en se disant, j'ai pas de vitrine, comment vont le prendre les gens? Et ça, encore une fois, il faut en faire une force. C'est un petit peu comme quand on parle de la jeunesse. La jeunesse, on pourrait penser que c'est un inconvénient. En réalité, c'est une formidable source d'énergie. Quand on est jeune, on a généralement faim. Et ça, il faut le dire aux gens. Quand on est nouveau, c'est un peu la même chose. On pourrait penser que comme on est nouveau sur un secteur, déjà, il faut distinguer 2 notions. Le fait d'être nouveau sur un secteur et inexpérimenté, c'est 2 choses déjà très différentes. Donc, quand on est nouveau sur un secteur, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de se développer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur auprès des clients. Être nouveau, c'est un avantage. Confier son bien à quelqu'un de nouveau sur un secteur, c'est un avantage pour le vendeur. Et ça, il ne faut pas hésiter à le dire. Il ne faut pas faire de complexe d'infériorité, il faut l'assumer pleinement et en faire une force assumée dans ta communication ou directement face à tes vendeurs. Tout à fait, ouais. C'est ce que je comptais un petit peu faire en mettant par exemple en place
les calendriers et en faisant un courrier de présentation pour me présenter, savoir à qui ils ont affaire. Parce que c'est important de savoir aussi personnellement qui je suis, pas que conseillère en immobilier. Exactement. Après, tu peux faire des courriers. Ça dépend si tu les fais distribuer ou pas, parce que ça peut te prendre du temps de le faire toi-même. Tu vois. Si tu fais une vidéo, par exemple, storytelling, que tu diffuses avec un peu de pub sur les réseaux sociaux, surtout dans les secteurs dans lesquels tu vas être dans le Vaucluse, je pense que les budgets publicitaires ne doivent pas être fous parce que la compétition ne doit pas être énorme. Donc, il y a peut-être un créneau à prendre là pour très, très vite faire un buzz. Voilà. Par contre, je te conseille de te préparer par rapport à ça. C'est-à-dire en termes de communication, définir des choses qui vont être importantes. Voilà, comment je me présente, quelles sont mes valeurs, quelle est mon histoire. Et ça, avoir des choses, comment dire, structurées. Voilà, une ligne directrice vraiment très bien établie pour que quand tu vas commencer à communiquer, les gens comprennent directement à qui ils ont affaire. Voilà, pour bénéficier encore une fois de cet effet de nouveauté. Tout à fait. Très bien. Merci, c'était clair. Ok, problématique qu'on rencontre aussi assez souvent, c'est défendre ses honoraires. Parce qu'en ce moment, ça revient beaucoup. Effectivement, on est en plein dedans, où on est dans une période qui est assez flux tendu, faut le dire, où les gens ont du mal à entendre qu'il faut malheureusement baisser le bien ou se mettre en tout cas au prix du marché. Et souvent, c'est les honoraires. Mais oui, mais du coup, avec vos honoraires, voilà. Donc, comment défendre et faire comprendre aux clients vendeurs que ce n'est pas nos honoraires qui font que le bien... on est obligé de baisser le bien à cause de nos honoraires, en fait. Alors, les honoraires, c'est un non-sujet. En réalité, il faut se poser la question à quel moment ce problème des honoraires intervient. Je m'explique, pardon. Il faudra couper. Je m'explique. Quand on a affaire à deux produits similaires, le dernier paramètre pour nous permettre de faire notre choix, c'est le prix. Quand on te parle du prix, en réalité, ce que les gens sont en train de te dire, c'est « je ne comprends pas la différence entre vous et votre concurrent ». Et donc, comme je ne comprends pas la différence et que votre concurrent est moins cher, instantanément, il faut que vous soyez moins cher. Je ne vois aucune raison à ce que vos honoraires soient plus chers que vos concurrents. Voilà ce qu'ils se disent en toile de fond quand ils te disent voilà, baissez vos honoraires, alignez-vous à la concurrence, tout ce qu'on peut entendre autour du prix. Donc, pour que cette question ne se pose pas, et elle ne doit pas se poser, il va falloir faire augmenter la valeur perçue de ton service et ta valeur perçue personnelle. Ça va passer au travers de plusieurs choses, au travers de plusieurs étapes. Déjà, en amont de ton marketing. Comment tu te marketes ? Est-ce que le client est venu à toi directement ? Est-ce que c'est toi qui l'as sollicité ? Est-ce qu'il n'y a aucun mal dans les deux cas ? Est-ce que quand tu l'as sollicité, tu lui as donné des éléments qui vont l'amener à te rassurer ? Parce que peut-être que tu l'as démarché tout simplement parce qu'il ne te connaissait pas. Donc, est-ce que entre le moment où tu es allé chez lui et le moment où tu l'as démarché, tu lui as donné quelque part de bonnes raisons d'avoir accepté le rendez-vous, qui va faire augmenter à ses yeux la valeur que tu peux lui apporter. Et puis après, en clientèle, comment tu te comportes ? Est-ce que les arguments sont les mêmes ? Comme je dis toujours, il y a deux choses sur lesquelles il faut se démarquer en clientèle, en R1, c'est sur le fond et la forme. Le fond, c'est les arguments produits. Est-ce que les arguments sont les mêmes que tes concurrents ? Et deux, la forme. Comment tu as avancé ces arguments ? Est-ce que tu les as poussés ou est-ce que tu l'as questionné pour qu'ils cheminent ? Et ça, c'est deux choses très différentes parce que ça change totalement la relation que tu as avec lui. Et puis après, une fois que le R1 est passé, il y a le R2. Voilà. Qu'est-ce que tu mets en place ? Comment tu le mets en place ? Comment tu le présentes ? Comment tu le valorises ? Quels sont tes éléments de différenciation ? Voilà. Et donc, c'est tout ça qui va rentrer en jeu. Là, vraiment, quand on parle de valeur ajoutée personnelle, c'est un ensemble de détails qui va faire la différence. Et il faut que ton regard se pose sur toutes les actions que tu fais. Et sur toutes les actions, tu dois te poser deux questions systématiquement. C'est est-ce que ce que je fais est différenciant ? Et la deuxième chose à se poser, c'est est-ce que ce que je fais est percutant à l'oreille de mon vendeur ? Des fois, on fait des actions qui nous paraissent être différentes de ce que fait la concurrence. Pour autant, ça n'a aucun effet sur les gens. Et à contrario, des fois, on fait des choses qui sont très bien par rapport au vendeur, mais qui ne sont pas différenciantes. Et donc, il faut toujours avoir en tête ces deux éléments-là. D'accord, très bien. Ouais, effectivement, il faut se différencier toujours. Toujours, à chaque point de rencontre. Et là, il faut vraiment que tu passes. Là, en plus, tu as une opportunité folle, c'est que tu attaques sur un nouveau secteur. Ouais. Un conseil quand même que je te donnerai quand on attaque, c'est de faire peu, mais faire bien. C'est-à-dire que ne surtout pas s'éparpiller. Se dire, OK, personne ne me connaît, je vais utiliser 2-3 moyens sur lesquels je vais mettre le paquet en termes de... Ça peut être en termes de moyens, mais en termes d'investissement personnel, en termes d'énergie, en termes de tout ce que tu veux. Je vais mettre le paquet, je vais capitaliser là-dessus le plus longtemps possible pour essayer de regarder les résultats que ça va m'apporter. Mais vraiment, je jouerai la carte du mieux pour le plus, en fait. D'accord.
Ok, c'est très clair. Autre thématique, justement, on parle de ça, de la manière de se différencier, etc. On entend souvent que la prospection terrain, les flyers, les gens, ils en ont marre. Souvent, ils nous les plient et ils les jettent à la poubelle devant nous. Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui? Alors, on sait qu'on est sur une société beaucoup digitalisée, donc avec les Google Ads, toute la partie digitale, etc. Aujourd'hui, en termes de rentabilité, justement, de différenciation, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il faut quand même continuer le terrain avec des flyers ou se focaliser sur le digital? Exactement. Il n'y a pas de réponse idéale à la question que tu viens de me poser. Tout va dépendre de plusieurs facteurs. La première chose, c'est dans quel environnement tu évolues. Quelqu'un qui va être dans Paris-Centre et quelqu'un qui va être comme toi dans des petits villages reculés de province, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout l'impact que pourrait avoir la prospection de terrain dans un cas comme dans l'autre va être complètement différente. Le deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la maturité du conseiller. Toi, tu rattaques sur un nouveau secteur. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a déjà 10 ans de terrain derrière lui et qui peut-être a déjà fait de la prospection pendant les 8 dernières années. C'est sûr. C'est pas la même chose. Pas pareil, ouais. Et le troisième facteur, c'est le facteur du temps. Toi, tu évolues toute seule sur un secteur. Est-ce que, en plus en province, dans une zone rurale où potentiellement, si tu fais des maisons, les biens vont être quand même assez espacés. Tu vas peut-être devoir gérer 2-3 villages. Donc, ça va te demander du temps de déplacement. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui va être dans une petite ville, ne serait-ce que de 30 000 habitants, et qui va avoir, je sais pas moi, une vingtaine de résidences à faire. Voilà. Donc, tu vois, cette question-là, elle est quasiment... il est impossible d'y répondre si on ne prend pas en compte réellement la personne qu'on a en face et le conseiller qu'on souhaite accompagner. Dans ton cas à toi... Si on en revient vraiment à tes spécificités, je pense que la première année, c'est nécessaire. Ouais. Je ne dis pas d'en faire tous les jours, mais je dis d'en faire peut-être 3 fois par semaine à raison de 1h30 à 2h. Ce n'est pas tant pour l'efficacité commerciale directe que ça va produire, c'est plutôt pour le fait de dire, OK, il faut que je connaisse mes secteurs par cœur, il faut que j'arrive à détecter tous les biens qui sont à la vente, il faut que j'ai cette capacité, quand un bien sort, d'arriver à le repérer instantanément parce que je connais bien mes secteurs. C'est plus dans une optique de connaissance que de développement, de réellement se dire, OK, je vais convertir par ce biais-là. Évidemment, tu vas convertir par ce biais-là. Mais ça ne sera certainement pas, si tu es toute seule, ton premier canal d'acquisition. Oui. Par contre, il est nécessaire. Et le deuxième paramètre pour rentabiliser sa prospection de terrain, il y a deux grands paramètres, je serais tenté de dire, c'est le discours et les supports. Évidemment, si tu poses les mêmes supports que tout le monde et que tu as le même discours que tout le monde, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de différenciation. Il n'y a aucune différenciation et tu ne marques pas l'esprit des gens et donc ça ne marche pas. Tout à fait. Donc le conseil que je pourrais donner quand tu arrives sur ton secteur par rapport à la prospection terrain, si tu étais amené à en faire, il faudrait déterminer dans ton plan marketing est-ce que ça serait pertinent ou pas. Mais si ça l'était, ça serait de partir toujours avec 2 supports de communication. Un à destination des vendeurs, donc des gens qui ont des projets de vente ou qui sont déjà en vente. Et un autre support de communication à destination de monsieur et madame tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la prospection terrain, allez, on va dire 98% des gens qu'on rencontre, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas de projet immobilier, ni de vente, ni d'achat. Et donc, ce qui est dommage, c'est que quand on s'adresse à eux, finalement, on ne les marque pas plus que ça, puisqu'ils n'ont pas d'intérêt pour ce qu'on propose. C'est comme si un garagiste venait nous voir en nous disant, voilà, je change les pneus pour 50 balles. Bon, c'est bien, mais nous, on n'a pas nos pneus à changer, on s'en fout. Là, c'est un peu la même chose. Donc, il va falloir arriver avec un support qui les intéresse, qui nous fait connaître. C'est vraiment une action de notoriété. On va créer du lien avec eux sur le terrain, sans intérêt particulier. Et sur le long terme, bien ça paiera. Donc voilà. Très bien. Merci Julien, c'était précis. Merci à toi, j'ai passé un bon moment. Merci, c'était agréable. Super. Merci Julien. À bientôt. À bientôt.